Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans votre U-Mag de ce mois de novembre où nous vous proposons 3 sujets. Ce soir, nous reprenons notre série 14-18 des soldats et des civils sous la terre et nous nous rendrons au cimetière français de Dinant. Nous suivrons ensuite des étudiantes qui se sont rendues en République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous rencontrerons Mark Eyskens, ancien Premier ministre invité dans le cadre des grandes conférences namuroises. « 14-18. Nous reprenons nos visites des cimetières liés à la Grande Guerre. Dans cette série des soldats et des civils sous la terre, nous nous rendons aujourd'hui au cimetière de Dinant, un cimetière de soldats français. Nous y retrouvons Axel Tixon, historien, en compagnie de Dominique Guelette, réalisatrice. À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Dites-moi, à Dinant, c'est réputé parce que c'était très violent comme combat. C'est quoi l'histoire ? En 14, oui, les deux armées françaises d'une part et allemandes d'autre part vont se rencontrer violemment ici pour un enjeu qui est important, qui est le passage de la Meuse. Il n'y a pas beaucoup de ponts entre la frontière française et Namur. Et donc les uns et les autres, Allemands et Français, vont lutter pour la prise de ce pont-là, reprenant la citadelle, donc essentiellement aux alentours entre le 15 et le 23 août. Et dans ce cadre-là, des civils vont être exécutés, non pas parce qu'ils sont présents lors des combats, mais parce que les Allemands vont considérer qu'ils sont dangereux et que ces civils peuvent prendre les armes contre eux, et donc ils vont les exécuter. Ici, ça n'évoque pas, le cimetière n'évoque pas ces civils fusillés, mais ils évoquent essentiellement les victimes militaires. Et voilà, ici on est dans le cimetière français de Dinant. Donc c'est un cimetière qui a été assemblé, qui a été tracé à proximité de la citadelle. Donc ici on est près de la citadelle, dans un lieu qui était pas véritablement important à ce moment-là, mais on a décidé de rassembler plus de 1000 dépouilles de soldats français qui sont morts dans la région, pas nécessairement ici, mais qui sont morts dans la région en 1914. Sur les tombes, il est marqué « Mort pour la France ». Oui. Nous sommes en Belgique. Oui, incontestablement. Oui. Pourquoi donc sont-ils morts pour la France et pas morts pour la France et la Belgique? Oui, mais ils sont morts pour la France dans la mesure où en août 1914, l'état-major français envoie des troupes pour garder la vallée de la Meuse, tous les ponts qui sont sur la Meuse, parce que les Français à ce moment-là se défendent dans l'Entre-Sambre et Meuse. Donc il faut garder les ponts et l'armée belge n'a pas les moyens à ce moment-là de réaliser cette protection. Et donc ce sont les Français qui viennent ici pour protéger aussi d'une certaine manière leur territoire en avant-garde. Et donc c'est pour ça qu'ils meurent pour la France. À noter que par exemple sur les tombes belges, on n'a pas cette indication mort pour la Belgique, on a mort pour la patrie. Mais sur les cimetières français, dans les cimetières français, on a cette indication importante. Mais qu'est-ce que ça peut donner comme image aux jeunes qui aujourd'hui, j'entends en France ou ailleurs, la montée de l'extrême, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça peut donner comme image justement? C'est l'image de jeunes comme eux qui sont tombés, mais effectivement dont on n'a pas véritablement un visage, on a un nom. Au cours des cérémonies, on essaye aussi de mettre en lumière l'un ou l'autre personnalité sur lesquelles on a des choses. Par exemple, on a, les étudiants peuvent faire des recherches sur ces personnes-là qui sont mortes. Il existe des documents que l'on peut étudier. Donc ça permet parfois de personnaliser, mais c'est vrai que le lieu n'est pas un lieu qui met en évidence des gens. On a un monument aussi qui est un peu particulier. C'est un monument parce qu'il est rare dans les cimetières militaires. C'est un monument qui est vraiment agressif, qui est offensif. On va avoir plutôt une ambiance de recueillement. Ici, on a un assaut, mais ça c'est certainement en lien avec l'histoire
plutôt dinantaise, où il y a eu des massacres de civils exécutés par les Allemands. Et donc on a une mémoire à Dinan qui est un peu plus offensive, un peu plus conflictuelle d'une certaine manière. Et donc on a ce monument, l'assaut, ici à Dinan, qui a été inauguré par De Gaulle et Pétain, ensemble dans l'entre-deux-guerres, au moment où Pétain était encore un général important. Ben, merci. Avec plaisir. Je suis un soldat, la 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Et tu seras fier de moi. La FUCID, l'ONG de l'université, s'interroge sur des matières qui concernent les pays du Sud. Il est question aujourd'hui de violences sexuelles faites aux femmes en République démocratique du Congo. 4 étudiantes de l'université s'y sont rendues et ont rencontré des personnes travaillant avec les victimes de ces violences. 40 femmes sont sexuellement violentées chaque jour en République démocratique du Congo. Seuls 2% des victimes osent porter plainte. Ces crimes restent souvent impunis. 4 étudiantes de l'université de Namur se sont interrogées sur le statut de la femme en Afrique et sont allées à la rencontre de personnes travaillant avec les victimes. 3 d'entre elles sont au midi de la FUCID pour partager leur expérience. On a eu l'occasion de rencontrer plusieurs associations qui se battent pour une meilleure parité au sein du gouvernement, comme l'association des femmes juristes au Burundi. Mais également, à côté de ça, on a aussi des femmes qui luttent contre une problématique actuelle qui a lieu, c'est-à-dire en rapport avec les violences sexuelles, donc l'utilisation du viol comme arme de guerre notamment. Et donc, par rapport à ça, on a vraiment des femmes qui essayent d'informer un maximum sur ce qui se passe et également de défendre leurs droits. Alors, selon moi, les freins à l'amélioration du statut de la femme, notamment dans les actions qui sont menées par les ONG locales, on peut résumer ça en 3 points. Premièrement, il y a le manque de coopération entre les ONG internationales et locales. C'est assez affolant parce que la plupart du financement vient du domaine international et donc ce manque de coopération a une énorme conséquence dans les actions, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que quand vous travaillez avec des personnes locales, elles connaissent mieux la population, elles connaissent mieux la situation, elles sont beaucoup plus propices et compétentes pour parler avec les gens. Ensuite, les organisations qu'on a rencontrées agissent pour renforcer les droits des femmes et très peu agissent pour sensibiliser les hommes. Or, pour que ces actions aboutissent et pour qu'on puisse un jour espérer à l'amélioration du statut de la femme, ça passe aussi par un changement des mentalités qui existent et qui sont des mentalités actuellement dans le chef des hommes. Un 3e point que l'on peut aussi citer, c'est la difficulté d'accessibilité aux populations. Parce que beaucoup de populations sont assez reculées et donc pour les sensibiliser, c'est embêtant, ça pose problème. Alors selon moi, une piste de solution pour améliorer le statut de la femme, ça passe nécessairement par une révolution du système judiciaire. S'il n'y a pas de justice, vous ne savez pas inciter les gens à aller se plaindre, je pense notamment à la femme quand elle est victime du viol, et donc ça ne peut pas fonctionner. Notamment un des mécanismes qu'on aimerait bien instaurer au Congo, c'est l'aménagement d'un fonds commun d'aide pour les victimes, qui permettra ainsi à la femme qui a gain de cause dans un procès de pouvoir récupérer un certain dommage financier qui bien sûr ne correspond en rien par rapport au traumatisme vécu, mais c'est déjà une certaine forme de compensation pour essayer de se reconstruire. Dans le cadre des grandes conférences namuroises organisées à l'université, Mark Eyskens, ancien Premier ministre, a été récemment invité. Nous l'avons rencontré et interrogé sur la politique économique européenne, lui qui a été un des signataires du traité de Maastricht en 1992. Mark Eyskens,
Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien Premier ministre, mais vous êtes également un professeur d'économie. Ce double regard politique et économique doit vous interpeller particulièrement dans le contexte économique qui est le nôtre, où toutes les politiques de plus en plus mises en place sont des politiques d'austérité. Pensez-vous qu'au niveau européen, ce soit la solution à la crise ? Mais il faut s'entendre sur le mot crise. Nous sortons d'une crise financière épouvantable, qu'on a relativement bien maîtrisée. Mais il y a maintenant un autre mal qui nous tombe dessus, une espèce de déflation. C'est le contraire de l'inflation. Les prix sont en baisse, certains salaires baissent aussi. Il y a donc une réduction du pouvoir d'achat de la population. Et il y a un chômage considérable. Nous avons en Europe 25 millions de chômeurs, ce qui pose un problème existentiel pour la démocratie. Alors moi, je reproche depuis 2 ans aux instances européennes à ne pas avoir lancé une véritable politique de croissance économique. Nous avons heureusement maintenant une nouvelle Commission européenne présidée par M. Juncker, un nouveau Conseil européen, un nouveau Parlement. J'espère qu'en Europe, enfin, on va lancer un vaste programme d'investissement qui pourra alimenter la demande. Alors ce serait depuis le budget européen, parce que le cadre budgétaire imposé par l'Europe aux pays membres ne va pas du tout dans ce sens-là. Non, pas nécessairement par le budget européen. L'argent est extrêmement bon marché. Il y a énormément de liquidités. Oui, mais les États ne peuvent pas emprunter dans le cadre budgétaire. Il faut créer un fonds européen ou bien mandater par exemple la Banque européenne d'investissement. On peut lancer des emprunts avec la garantie de l'Europe, donc qui inspire beaucoup de confiance. Le taux d'intérêt n'est que de 1%, même moins. Et donc là n'est pas le coût important, mais évidemment ce seraient des emprunts à long terme à rembourser par après. Mais une fois que la croissance économique reprend, avec nécessairement également un peu d'inflation. Moi, j'ai négocié le traité de Maastricht. Là, on fixe l'inflation à une moyenne de 2%. Ben, alors, beaucoup de choses deviennent possibles. Il faudrait plus d'inflation. Il faudrait changer la règle. Automatiquement, en période de croissance, il y a un peu plus d'inflation. Et au fond, ça réduit aussi l'endettement, automatiquement. Oui. Mais il faut être extrêmement prudent. Il ne faut pas dépasser la norme de Maastricht qui est de 2%. Donc vous voulez revenir à 2%, parce que certains plaident pour 4% d'inflation, par exemple. Oui, mais ça, il faut être très prudent. Et là, les Allemands ont raison. Les Allemands freinent, évidemment, sur les 4 roues, parce qu'eux sont traumatisés par cette épouvantable inflation des années 20 et 30 du siècle précédent, qui a fait le lit au nazisme et à Hitler. C'est ça qu'il faut, bien entendu, éviter. Mais aujourd'hui, on s'enlise dans une déflation, qui est grave aussi. Le Japon lutte avec une déflation depuis 10 ans. Ils en sortent maintenant petit à petit. Et donc, c'est mauvais pour l'emploi. Et c'est un drame, évidemment, pour des millions et des millions de familles en Europe. Mais la crise n'est pas seulement économique, elle est aussi environnementale. Alors vous, qui êtes un ancien membre du comité belge du Club de Rome, qui est, dans les années 70, les premiers à avoir alerté sur l'impossibilité d'une croissance à long terme dans un monde fini, comment est-ce que vous pouvez continuer à plaider pour une croissance économique comme étant la réponse à la crise? Mais il faut mettre au point, évidemment, une croissance dite propre. Et là, moi, je suis un grand croyant en matière de progrès technologique et scientifique. Quand on voit les inventions aujourd'hui, tout ce qui est dans le pipeline, il est possible, en effet, de protéger l'environnement tout en développant des énergies qui n'abîment pas l'environnement, les énergies vertes. Et là, il faut aussi investir, mais là, ça peut aussi créer de l'emploi. On ne fait pas assez, bien entendu. Il y a aussi un problème de concurrence, il y a un problème de coût de production. Oui, on le voit avec l'énergie, par exemple. Avec en l'énergie, Allemagne, et surtout la Belgique, hein, et surtout en Flandre, la pollution est très considérable par tête d'habitant. Et donc là aussi, et dans un plan de relance économique, il doit y avoir un grand chapitre de promotion d'énergie propre et d'une croissance économique qui respecte l'environnement. Et donc vous pensez que nous sortirons de la crise avec un Green Deal, quelque chose comme cela donc, pas uniquement un Green Deal, il y a aussi les autres aspects. Il faut promouvoir la recherche scientifique.
Il y a aussi d'autres énergies qui ne sont pas nécessairement les éoliennes, mais je songe par exemple aux nouvelles technologies appliquées au gaz et au pétrole de schiste, qu'on pourra probablement exploiter bientôt sans abîmer l'environnement. C'est un espoir, c'est une confiance très forte dans le progrès technique, c'est effectivement peut-être une source pour l'avenir si les solutions techniques apparaissent. Et ça se ferait à l'aise de bactéries programmées, des bactéries qui forent des trous dans la paroi rocheuse qui recouvre les gisements, et donc le pétrole et le gaz montent spontanément à la surface de la Terre. Je vous remercie, c'est sur cette note de confiance dans le progrès scientifique que nous allons nous quitter. Au revoir. Merci bien. Notre U-Mag se clôture ici. Rendez-vous donc le mois prochain. Il y sera question de la visite du cimetière 14-18 de Tarsienne et du métier de chercheur à l'université. Bonne fin de soirée à vous tous et au plaisir de vous revoir.